Questions orales, le chef de l'opposition. Alors que ce premier ministre complète sa 3e session, je vous pose une question. Est-ce que vos épiceries, votre essence, vos paiements hypothécaires sont moins chers? Est-ce que les rues sont plus sécuritaires? Le Canada est le seul pays dans le G20 en récession. Il a doublé le déficit. Le coût de l'essence, l'épicerie, les versements hypothécaires frôlent au sommet historique. Au lieu des autres illusions et promesses, excuses, est-ce que le premier ministre va se lever maintenant pour défendre ces résultats désastreux? L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Monsieur le Président, puisque nous terminons une session très, très productive, je veux souhaiter au chef de l'opposition ainsi qu'à toute sa famille un bel été et qu'il profite de cela comme nous tous allons profiter de notre temps en famille. Évidemment, on a livré 21 projets de loi, Monsieur le Président, dans 15 semaines de session parlementaire. Nous avons livré la plus grande réforme en justice criminelle de l'histoire du Canada. Nous avons livré des réductions du coût de la vie pour des millions de Canadiens et nous allons continuer notre travail acharné pour continuer, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition. La question n'était pas le premier ministre qui a manqué une 100e période de questions pour ne pas défendre son bilan sur le coût de la vie, la récession libérale, le doublement du déficit. Il me semble qu'on frôle, on franchit certaines règles. L'honorable chef de l'opposition peut poursuivre, mais je lui demanderai de faire attention. On va faire attention du fait que le premier ministre ne peut pas défendre le coût de la vie qui explose, la récession libérale qui est le seul dans le G20. En même temps qu'il fait des illusions et des excuses, Monsieur le Président, il devrait être imputable. Donc, va-t-il se lever à la Chambre des communes et expliquer quand la vie va-t-elle devenir plus abordable, quand la récession libérale va-t-elle? L'honorable ministre des Finances. Monsieur le Président, dans cette dernière période de questions-là, avant la période estivale, je me serais attendu que le chef de l'opposition remercie le premier ministre du Canada justement pour le travail qu'il a fait au G7, Monsieur le Président, où on a ramené 13 ententes, Monsieur le Président, qui rapportent 5 milliards. De voir que le premier ministre du Canada est aujourd'hui à représenter le Canada dans un événement international, Monsieur le Président, de ce côté-ci de la Chambre, les 174 députés libéraux, on forme une équipe forte qui est toujours là pour bâtir un Canada fort. Monsieur le Président, on va bâtir l'économie la plus forte du G7 et j'espère que le chef de l'opposition va applaudir les succès de ce gouvernement. L'honorable, the honorable leader of the opposition. Alors que le premier ministre termine sa 3e session parlementaire, j'ai une question à vous poser. Est-ce que votre épicerie, votre essence, vos paiements hypothécaires sont abordables? Est-ce qu'ils sont plus abordables qu'il y a un an? Est-ce que vos rues sont plus sécuritaires? Il fait d'innombrables annonces. Il nous donne des excuses. Le premier ministre a doublé le déficit, augmenté les coûts de logement. Les mises en chantier sont en baisse. L'épicerie, l'essence et les paiements hypothécaires atteignent des niveaux records. Peut-il se lever en cette Chambre et défendre ces résultats désastreux? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, nous sommes à la fin de la session et j'aimerais souhaiter au chef de l'opposition, à ses collègues et à sa famille un bel été. Je souhaite la même chose à mes collègues de ce côté-ci de la Chambre. Monsieur le Président, nous terminons l'une des sessions les plus productives de l'histoire. On parle de 21 projets de loi adoptés en cette Chambre. La plus grande réforme de justice criminelle de l'histoire du Canada. Les libéraux sont maintenant un parti de la loi et de l'ordre. Nous prenons des mesures sérieuses pour rendre la vie plus facile et plus abordable pour les Canadiens. Nous n'arrêterons pas là. Nous allons continuer de travailler. Nous allons construire un Canada fort et nous allons rendre notre pays fier. Le chef de l'opposition. Nous n'allons pas nous reposer cet été. Nous allons nous battre contre la récession libérale, l'inflation libérale, l'augmentation du coût de la vie,
et l'augmentation de la criminalité. Prenons par exemple les investissements. Ce premier ministre avait promis d'augmenter les investissements. Il nous a donné 5 trimestres consécutifs de baisse des investissements. Nous sommes le seul pays du G7 à avoir fait cela. Pourquoi notre pays est-il en récession? Les Canadiens méritent une reddition de comptes et des résultats. Le premier ministre peut-il nous offrir cela? Le ministre des Finances. Monsieur le Président, alors que nous arrivons à la fin de la session, on pourrait s'attendre à ce que le chef de l'opposition soit un peu plus de bonne humeur parce que nous avons de bonnes nouvelles. S'il veut parler de résultats, nous sommes les pays qui arrivent au 2e rang pour la croissance de son économie dans le G7. Nous avons vu des investissements dans la machinerie et l'équipement en hausse. Nous avons vu les investissements dans les entreprises et la propriété intellectuelle en hausse. Au lieu de se plaindre, ils devraient célébrer nos travailleurs, nos industries et le Canada. Construisons un Canada fort ensemble, Monsieur le Président. Le chef de l'opposition. C'est pas juste une illusion, c'est une hallucination. L'Agence statistique du gouvernement dit que l'économie se rétrécit ce trimestre-ci et le trimestre précédent. En fait, 3 des 4 derniers trimestres. On ne peut pas être une économie en croissance lorsque l'économie rétrécit. Alors, ma question s'adresse au premier ministre qui nous a donné la seule récession du G7 avec comme conséquence des coûts plus élevés pour les Canadiens. Va-t-il se lever et défendre son bilan au lieu des illusions? L'honorable ministre. Monsieur le Président, quelle insulte aux gens de métier qui travaillent fort partout au pays, qui travaillent avec notre gouvernement pour construire un Canada fort, qui forment leurs membres pour que davantage de jeunes aient des emplois bien rémunérés. Je pensais que les gens de l'autre côté étaient en faveur, mais ils ont voté contre à chaque occasion. Quelle insulte aux entrepreneurs qui travaillent fort partout au pays. Ils travaillent ensemble pour construire ce pays. Peut-être qu'ils devraient cesser de dénigrer le Canada. Le chef de l'opposition. Le premier ministre libéral ne peut pas défendre ces résultats désastreux. C'est la même chose à chaque fois. Il prend un poste et ensuite il cause une situation désastreuse. Ensuite, il part avant de devoir rendre des comptes. Il a causé une récession comme gouverneur du Canada. La Banque du Canada, il a doublé les coûts du logement, la dette et la fréquentation des banques alimentaires. Et maintenant, nous sommes le seul pays du G7 à être en récession et il ne peut pas défendre ses résultats. Peut-il se lever et nous rendre des comptes? Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Merci, Monsieur le Président. Je sais que le chef de l'opposition ne veut pas travailler avec le premier ministre, mais voici qui est prêt. La première ministre de l'Alberta, le premier ministre de la Saskatchewan, le premier ministre de l'Ontario, le premier ministre de la Nouvelle-Écosse. Ce sont tous des conservateurs. Ils veulent travailler avec nous. Peut-être qu'ils pourraient tenter de faire de même. Député de Saint-Jean. Monsieur le Président, à l'heure des bilans, il y a 2 choses que les Québécois vont retenir de cette session. La première, c'est la trahison environnementale du premier ministre qui a mis fin à la lutte au changement climatique du Canada et poussé le député de Laurier-Sainte-Marie à démissionner. La deuxième, c'est la trahison culturelle du premier ministre qui a sacrifié la création en français au profit des géants du Web juste pour faire plaisir à Donald Trump. Ces 2 reculs compromettent l'avenir et vont essentiellement enrichir des fortunes américaines. Comment les libéraux peuvent-ils ainsi annuler une génération entière de lutte et de progrès? Honorable leader du gouvernement, la Chambre. Parlant de génération et d'investissement générationnel, nous avons mis un montant de centaines de millions de dollars dans la culture francophone, québécoise, canadienne, Monsieur le Président. C'est quelque chose que le Bloc n'a même pas revendiqué dans ses demandes budgétaires. Nous, le Parti libéral du Canada, investissons des centaines de millions dans la culture et la culture francophone, la survie de la langue française. Côté environnement, comment expliquer que le Bloc québécois tourne son dos au projet de mobilité le plus vert de l'histoire du Canada, de très grande vitesse? Le Bloc québécois est maintenant contre. Wow. C'est une révolution environnementale.
L'honorable député de Saint-Jean. Le bilan du premier ministre, c'est sa trahison climatique. C'est sa trahison culturelle avec les milliards qu'il laisse sur la table. C'est ses concessions après concessions à Donald Trump sans aucun gain. C'est une économie québécoise qui est la plus durement frappée par les tarifs, mais la moins soutenue, notamment dans les secteurs du bois et de la transformation de l'acier et l'aluminium. C'est l'adoption par bâillon d'un agenda autoritaire de concentration des pouvoirs et de suspension des lois. C'est l'irrespect du Parlement. V'là son bilan, v'là son vrai visage. Est-ce qu'il réalise qu'il finira par payer le prix s'il continue de faire le contraire de ce qu'il promet? L'honorable ministre de l'Identité et de la Culture canadienne. Sérieusement, Monsieur le Président, 1,3 milliard de dollars pour la culture, puis le Bloc québécois crache dessus. Trahison d'un parti qui se présente à chaque jour à Ottawa pour détruire mon pays. C'est pas du sérieux. Ils sont déjà en vacances, donc je leur salue une bonne Saint-Jean puis une bonne fête du Canada. L'honorable député de Jonquière. Monsieur le Président, c'est une fâcheuse tendance du premier ministre, ça. Il dit une chose, puis il fait l'inverse. Par exemple, dans sa plateforme électorale, il y avait 28 fois le mot changement climatique et pas une fois le mot pipeline. Pourtant, c'est son pipeline qui passe en premier. Autre exemple, il avait dit qu'il réglerait l'enjeu des tarifs de Donald Trump en juillet dernier. Pourtant, il cumule les concessions à Donald Trump qui, lui répétait encore hier qu'il ne veut rien savoir du libre-échange. Est-ce que le premier ministre pense pouvoir continuer bien longtemps à dire une chose et faire l'inverse? Ouais. L'honorable ministre de la Transformation du gouvernement. Monsieur le Président, ils veulent parler de bilan, parlons-en de bilan. Le bilan de ce gouvernement-là, c'est 10 milliards en infrastructures pour nos hôpitaux, pour notre transport collectif, pour nos écoles au Québec. Notre bilan, Monsieur le Président, c'est 3 millions de Québécois qui vont avoir l'allocation canadienne pour l'épicerie. Notre bilan, Monsieur le Président, c'est une réduction de la pauvreté infantile de 40 % avec l'allocation canadienne pour enfants qui sert des milliers de familles au Québec. Notre bilan, c'est Contre-Cœur, c'est Nouveau Monde Graphite, c'est un projet de tramway à Québec qu'on finance à 40 % Monsieur le Président. Notre bilan, c'est un TGV Québec-Toronto qui est fondamental. Mais le bilan du Bloc québécois depuis 30 ans, Monsieur le Président, bonne chance pour le trouver. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, au lieu de rendre des comptes pour l'inflation libérale et la récession libérale, le premier ministre en est maintenant à sa 12e annonce sur le logement. Après nous avoir mené une réduction de 6 % des mises en chantier, son agence du logement s'attend à ce qu'il y ait encore une baisse de 18 %. Au bout du compte, le premier ministre nous a donné la plus grande augmentation de coûts du logement de tous les pays du G7. Alors, encore une illusion, encore une annonce. Peut-il prendre la responsabilité pour cette situation? Le leader du gouvernement Chambre. Monsieur le Président, le député a parlé de logement. Moi, je veux féliciter le ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités qui annoncera aujourd'hui en Colombie-Britannique avec le premier ministre une entente historique avec le gouvernement de la Colombie-Britannique. Nous allons continuer à construire des logements. Le logement est de plus en plus abordable. Nous avons donné congé de TPS pour l'achat de maisons jusqu'à 1 million de dollars. Monsieur le Président, nous ne faisons que commencer. Nous allons créer une révolution en logement. Le chef de l'opposition. Nous avons déjà eu une révolution. Le gouvernement libéral a doublé les coûts de logement. Et pour régler le problème, ce premier ministre libéral a choisi le maire de Vancouver qui a fait de cette ville la ville la plus chère où se loger au monde. Il a promis de doubler les mises en chantier, mais le premier ministre nous a livré une réduction de 6 % de la construction. Et l'Agence de logement s'attend à une baisse de 18 % de plus. Alors, au lieu de faire des promesses et de nous présenter des illusions, peut-il au moins se lever en cette Chambre et nous rendre des comptes par rapport à ces échecs? Merci, Monsieur le Président. D'abord, j'aimerais remercier tous nos partenaires en logement, les municipalités, les provinces, les communautés autochtones, les promoteurs, les constructeurs, tous ceux qui travaillent ensemble parce que la tendance est à la hausse. Les mises en chantier sont en hausse, les ventes sont en augmentation et les loyers sont en baisse. Les choses vont dans la bonne direction. Merci à tous ceux qui travaillent fort ensemble pour le Canada. Le chef de l'opposition.
Ce gouvernement est en guerre avec sa propre agence statistique. C'est incroyable. La SCHL, je sais, c'est leur agence du logement. Elle dit que les mises en chantier sont en baisse de 6 Monsieur le Président. L'agence de logement s'attend à une autre baisse de 18 Au lieu d'une séance de photos, au lieu d'une annonce, au lieu d'un discours, le premier ministre peut-il aller voir la SCHL pour savoir comment il devra subir une autre baisse de 18 Monsieur le Président, fait intéressant qu'on mentionne le nombre 6 parce que lorsque le député était responsable de la SCHL, vous saviez combien d'unités de logement abordables il a fait construire pendant tout son mandat? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unités de logement ont été construits pendant son mandat. Nous allons construire des centaines de milliers de logements pour les jeunes. Nous allons créer une réduction de la TPS. Nous allons créer des emplois. Nous allons construire dans toutes les régions du pays. Le chef de l'opposition. On peut lui pardonner de ne pas pouvoir compter plus haut que le nombre de doigts qu'il a sur la main. Mais les politiciens ne construisent pas des logements. Les politiciens ne construisent pas de logements. Le chef de l'opposition peut recommencer. Les politiciens ne construisent pas de maisons. Les électriciens, les plombiers, les charpentiers construisent des maisons. Ce qu'on met en place, ce sont les politiques pour leur permettre de le faire. Si vous voulez des statistiques, lorsque j'étais ministre, il y a eu 200 000 logements construits en un an. Le coût moyen était de 450 000 $. Le loyer moyen, 950 $. Aujourd'hui, c'est près du double pour les deux. Ce premier ministre avait dit qu'il augmenterait les mises en chantier de 100 On connaît plutôt une baisse de 6 Alors, assez avec les illusions. Les Canadiens ne peuvent pas se permettre leur logement. Le premier ministre peut-il défendre ces résultats désastreux? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, j'ai des petites nouvelles pour le député. Vous savez qui construit des logements et des maisons? Les gens de métier. Nous avons accordé 6 milliards de dollars pour les gens de métier partout au pays pour construire des routes, des hôpitaux, des ponts partout au pays. Monsieur le Président, nous défendons nos travailleurs à tous les jours. Le chef de l'opposition. Monsieur le Président, au moins, ils ont écouté pour une fois. Je leur ai expliqué que les maisons sont construites par des plombiers, des électriciens et des charpentiers. Lui, il dit qu'ils sont construits par les gens de métier. Qui construit les maisons? On le sait. Mais qui bloque les logements? Les libéraux. Ils bloquent les logements à un point tel que maintenant, nous avons le marché de l'immobilier le plus cher du G7. Et avec ce premier ministre, les mises en chantier ont baissé pendant qu'il augmente les dépenses sur la bureaucratie. Vont-ils cesser de mettre des bâtons dans les roues des constructeurs et prendre la responsabilité pour leur échec? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. J'ai de bonnes nouvelles. Les mises en chantier sont 3 plus élevées qu'à la même période l'année dernière. Les maisons terminées sont en hausse de 10 et nous voyons une croissance en Colombie-Britannique, en Ontario, à Montréal. De nouvelles constructions sont en hausse de 18 Monsieur le Président, nous savons aussi que les ventes augmentent aussi et les mesures que nous avons mises en place, comme le congé de TPS, fonctionnent. Le chef de l'opposition. Le premier ministre ne peut pas répondre aux questions parce qu'il a eu tort sur toutes les questions économiques de la dernière décennie. Il a eu tort de demander une taxe carbone. Il a eu tort de dire qu'on devrait garder nos ressources dans le sol. Il a eu tort de dire qu'il y aurait une baisse des prix. Il a eu tort de dire que le gouvernement devrait imprimer des centaines de milliards de dollars. C'est pourquoi on se retrouve en inflation. Il a encore tort. Comme seul leader du G7 et du G20 à mener son pays dans une récession.
peut-il comprendre que lorsqu'il a tort, les Canadiens en paient le prix? Le leader en Chambre. Monsieur le Président, j'ai eu une conversation intéressante là-dessus. Les conservateurs font semblant de se soucier des gens vulnérables au pays. Toutefois, à chaque fois que nous présentons un programme, une réduction fiscale, ils votent contre. Lorsqu'on parle des tarifs injustifiés, que font-ils? Ils disent qu'on fait une crise. Lorsqu'on tente de construire des logements, des projets d'envergure comme un train rapide, que font-ils? Ils nous critiquent. À quoi défend le chef de l'opposition défend-il cela? Eh bien, nous voulons un Canada abordable, un Canada avec de bons chèques de paye. Voici le bilan du premier ministre. 5 trimestres consécutifs de baisse des investissements. 3 des 4 derniers, l'économie a été en déclin. Le PIB du Canada aujourd'hui est inférieur que lorsqu'il est devenu premier ministre. En fait, le PIB était plus important aux derniers jours du mandat de Justin Trudeau. On a maintenant l'immobilier le plus cher, la plus grande dette des ménages et le 2e taux de chômage du G7. Est-ce pourquoi le premier ministre craint de se lever en cette chambre pour répondre aux questions? Non. Monsieur le Président, j'aimerais rappeler au chef que les conservateurs n'ont pas de leçons à nous donner. Monsieur le Président, nous avons l'économie qui croît au 2e rang du G7. Nous avons des investissements générationnels en logement. Nous avons des investissements pour l'innovation. Nous avons des investissements dans notre défense. Nous allons construire un Canada fort. Nous allons soutenir nos travailleurs. Nous allons soutenir nos industries, Monsieur le Président. Nous allons construire un Canada dont nous pouvons tous être fiers. Is the minister inviting the chair to take the train? Le ministre invite-t-il le président à prendre le train? L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, l'événement de l'année, c'est la trahison climatique des libéraux. Leur bilan, c'est l'entente de pipeline avec l'Alberta. C'est la fin des évaluations d'impact en environnement. C'est des pipelines et des forages en pleine mer en respectant pas les zones protégées ni les espèces menacées. C'est la démission du député de Laurier-Sainte-Marie. C'est 3 jeunes citoyennes et 2 groupes écologistes qui poursuivent le fédéral parce qu'il abandonne toute possibilité d'atteindre la carboneutralité. C'est ça, leur bilan. Comment les libéraux peuvent-ils continuer à défendre le premier ministre? L'honorable ministre de l'Environnement. Monsieur le Président, notre bilan, c'est une stratégie de nature qui va protéger des aires tout partout au pays, marins et sur le territoire. C'est une stratégie d'électricité qui est avec les demandes d'Hydro-Québec pour aider à avoir des réseaux d'électricité qui sont tellement importants quand on fait nos changements pour lutter contre le changement climatique. C'est un crédit d'impôt qui va aider, c'est des rabais qui va aider les Canadiens à acheter des véhicules électriques. Nous avons un bilan où on fait le travail pour lutter contre le changement climatique. Bravo. L'honorable député de Repentigny. Monsieur le Président, c'est gênant la réponse de la ministre. La dérive des libéraux continue. Les documents de consultation des Québécois sur le démantèlement de la centrale nucléaire Gentilly sont in English only. Si les Québécois veulent s'informer auprès de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, ils doivent lire 600 pages en anglais seulement. Quel manque de respect! J'ai déposé d'ailleurs une plainte aujourd'hui au commissaire aux langues officielles. Mais est-ce que le gouvernement va demander à la Commission de repousser la date butoir des consultations tant que la consultation ne sera pas complète et en français? Le secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie. Monsieur le Président, je remercie mon collègue pour avoir soulevé ce point. C'est inacceptable que ces documents n'aient pas été fournis en français. On est d'accord que les Québécois et Québécoises doivent pouvoir comprendre et participer aux discussions sur les projets qui pourraient impacter leur communauté. On a clairement fait savoir au laboratoire nucléaire canadien qu'ils doivent soutenir une mobilisation et des discussions et consultations dans les 2 langues officielles, Monsieur le Président. Le député de Paris-Centre, Muskoka.
Où sont les résultats? Monsieur le Président, ce premier ministre avait permis de doubler la construction des logements. Le DPB dit que l'agence de 13 milliards de dollars ne permettra de construire 5 000 logements. L'économiste en chef a parlé d'un ralentissement pour l'approvisionnement à l'avenir. Les prix ont augmenté de 28 depuis 2015. Nous avons la pire crise de l'abordabilité de tous les pays du G7. Ma question est simple. Le premier ministre peut-il se lever et défendre son bilan? Le secrétaire parlementaire. Merci, Monsieur le Président. J'ai de bonnes nouvelles. Le projet de loi C-20 vient d'être adopté au Sénat. C'est une autre belle initiative pour réduire le prix des logements et les loyers. Monsieur le Président, les loyers ont baissé pendant 20 mois consécutifs. On parle d'une baisse de 8 On voit aussi une baisse dans certaines provinces, y compris 1,8 au Québec, 3,9 en Alberta, 5,7 en Colombie-Britannique et 6 en Ontario, d'où vient ce député. Le député de Périssant-Muskoka. La députée vient de décrire ce qui se passe en récession. Le premier ministre avait promis des résultats. En fait, il avait promis de construire à une vitesse jamais vue depuis une génération. Mais tout ce qu'il nous a donné en un an, c'est une troisième bureaucratie en logement, sans objectif et sans résultat. Il a donné aux Canadiens des coûts plus élevés, une dette plus élevée et moins de logements. Ces conférences de presse à Ottawa tous les lundis ne leurront pas les Canadiens bien longtemps. Les mises en chantier sont en baisse, la crise s'aggrave. Où sont les résultats? Le secrétaire d'État. Monsieur le Président, le leader de ce chef a qualifié les logements de la classe moyenne de taudis. Il s'est moqué des maisons modulaires. Et il a eu l'audace de dire à ses députés de ne pas défendre le fonds d'accélération du logement qui aurait pu aider la construction de logements dans leur circonscription. Monsieur le Président, ce chef et ce parti n'ont pas de crédibilité en matière de logement. De ce côté-ci, nous allons construire, construire, construire. Le député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenlac. Monsieur le Président, ça fait plus d'un an que ce premier ministre libéral gère le pays. Et la question est fort simple. Où sont les résultats concrets pour les Canadiens? Le Canada est le seul pays du G7 à être en récession. Au cours des 4 derniers trimestres, Monsieur le Président, à 3 reprises, le PIB a été en baisse. L'investissement capital des entreprises est en baisse depuis 5 trimestres consécutifs. Et le Canada affiche le 2e taux de chômage le plus élevé du G7. C'est sûr qu'avec ce bilan-là, le premier ministre a beaucoup de misère à s'exprimer. Mais j'invite le premier ministre à se lever et à défendre son bilan misérable pour les Canadiens. L'honorable secrétaire parlementaire du ministre du Logement et des Infrastructures. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Écoutez, je ne sais pas où mon collègue prend ces informations, mais je l'encourage à rafraîchir ses outils de recherche parce qu'il aurait pu lire qu'on a augmenté, on a ajouté 88 000 nouveaux emplois à l'économie. Le coût des loyers commence à baisser, les salaires sont à la hausse, mais on sait que trop de Canadiens continuent de faire face à des coûts de la vie trop élevés. On a fait une baisse d'impôts pour 22 millions de Canadiens. On a un plan d'alimentation scolaire. On a une allocation pour les besoins essentiels pour 12 millions de Canadiens. Alors, j'espère vraiment qu'ils vont profiter de l'été en circonscription pour réfléchir à tous les fois qu'ils ont voté contre les Canadiens pendant cette session. Merci, Monsieur le Président. L'honorable député de Louis-Saint-Laurent à Kiawenlac. Et moi, Monsieur le Président, j'espère que ce gouvernement-là va prendre en compte les données de Statistique Canada et du budget. Au cours de la dernière année, c'est le déficit qui a été 2 fois plus élevé qu'il est prévu. Le coût de la vie a augmenté. En mai dernier, depuis le mois de mai dernier, les mises en chantier ont diminué. Et malheureusement, et c'est peut-être ça le pire bilan de ce gouvernement-là, 2 200 000 Canadiens, dont le tiers sont des enfants, vont s'alimenter aux banques alimentaires. C'est ça, le bilan libéral. Est-ce que le premier ministre, à nouveau, peut se lever et défendre son bilan? Bravo! L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie. Monsieur le Président, le bilan de ce gouvernement, c'est d'avoir créé une économie qui est très, très résiliente. En face étant donné les vents contraires qui nous soufflent venant du Sud, Monsieur le Président, nous sommes toujours une économie qui est en croissance. D'ailleurs, la semaine dernière, j'avais suggéré à mes collègues de l'opposition de consulter le Business Cycle Council du CD Howe Institute. Je répète mon invitation. Lisez ce rapport-là. Il pourrait être très instructif et vous pourrez changer votre message parce qu'il n'est pas réel.
Encore une fois, parler de l'intérimaire du président, l'honorable député de Lévis-Lotbinière. Monsieur le Président, vraiment, ce premier ministre n'est qu'illusion. Un banquier, c'est censé être bon avec les chiffres. Pourtant, voici le bilan du premier ministre. 1 000 $ de plus en épicerie pour chaque famille en 2026. L'investissement en capital des entreprises qui a diminué pendant 5 trimestres consécutifs et le deuxième taux de chômage le plus élevé du G7. Monsieur le Président, ce bilan nous place comme étant le seul pays du G20 en récession. Le premier ministre évite de rendre des comptes aux Canadiens. Est-ce qu'il prendra la responsabilité de sa récession? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, nos collègues, ils ont la mémoire courte, puis je suis pas sûr qu'ils lisent les nouvelles. Alors, ils ont comme oublié qu'on a fait de l'annonce de l'extension du port de Montréal à Contrecœur, qui va générer, vous savez quoi, 8 000 emplois directs et indirects, 1,2 milliard de dollars d'investissement. La mine de Nouveau Monde Graphite à Matawini, qui va générer 1 000 nouveaux emplois et 1,2 milliard de dollars d'investissement. Et est-ce qu'on a manqué la nouvelle des nouveaux avions de l'Indonésie qui vont être construits chez Bombardier au Québec pour des milliers d'emplois additionnels en aéronautique? Nous, on va... L'honorable député d'Hamilton Centre. Monsieur le Président, les résidents de ma circonscription d'Hamilton Centre ont élu le gouvernement pour qu'il agisse rapidement et qu'il renforce le système de justice du Canada. C'est pourquoi nous avons amené des modifications au système de justice criminelle par la voie législative au cours des derniers mois. Le ministre de la Justice peut-il dire à la Chambre quelles réformes le gouvernement a mis en place? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, je veux remercier mon honorable collègue pour son travail acharné et aussi parce qu'il cherche toujours à améliorer Hamilton et le Canada. La Chambre a adopté des lois pour revoir le système de libération sous caution et le député a aussi appuyé de nouvelles lois pour combattre la haine et pour protéger les victimes de violences entre partenaires intimes. Nous avons un programme pour maintenir les Canadiens en sécurité. L'honorable député de Thornhill. Monsieur le Président, hier, le secrétaire d'État a confirmé ce que de nombreux Canadiens savaient ou craignaient. Des organismes financent des fusillades contre des synagogues, des entreprises, et le gouvernement le sait depuis des années, n'a rien fait. Ils ont affaibli le système de justice et les lois criminelles. Après 11 ans du gouvernement libéral, les gouvernements étrangers paient des voyous pour faire des fusillades. Pourquoi n'ont-ils rien fait? L'honorable secrétaire d'État pour la lutte contre la criminalité. Le jour de ces funérailles, je demande à tous les députés d'honorer Don Bailey qui a fait l'ultime sacrifice en service et nous transmettons nos condoléances à ses proches et à sa famille. Nous apprenons qu'il y aura des raisons de croire que ces voyous étaient payés par des agents étrangers. Mes commentaires reprenaient ce qui était relaté dans les médias et ce que le chef de police de Toronto croit être le cas. L'honorable député de Thornhill, une chose est claire, c'est que les familles de ces officiers méritent une meilleure réponse que celle-là. Ils sont au gouvernement depuis 11 ans. Ils ne sont pas spectateurs. Ils ont laissé des terroristes arriver au pays en grand nombre. Ils ont mis en place un système de sitôt arrêtés, sitôt relâchés. Ils ont éliminé des peines minimales obligatoires pour des crimes graves. Un des tireurs était en libération sous caution, l'autre était en probation. Maintenant, ils disent que ce sont des régimes étrangers qui étaient derrière tout ça. C'est vraiment ça sa réponse? L'honorable ministre de la Sécurité publique. Notre gouvernement est toujours déterminé à assurer la sécurité des Canadiens. Toute violence ou intimidation qui cible des collectivités en particulier au Canada est
punissable en vertu des lois canadiennes. Nous prenons des mesures pour protéger les Canadiens. Nous adoptons les réformes les plus sévères depuis une génération. Monsieur le Président, après de nombreux jours d'obstruction, nous avons adopté le C-22 sur l'accès légal. Emotions are running high. Les esprits s'échauffent. Prenons une petite pause et le ministre pourra reprendre. Il peut poursuivre. Enfin, Monsieur le Président, la Chambre a adopté le C-22 sur l'accès légal, malgré des jours d'obstruction de la part de l'opposition. C'est un outil essentiel pour assurer la sécurité des Canadiens. L'honorable député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, où sont les résultats? Les familles du Nouveau-Brunswick ressentent les effets de la récession libérale chaque jour. Le Canada est le seul pays du G20 en récession. Le PIB a diminué au cours de 3 des 4 derniers trimestres et le taux de chômage est parmi les plus élevés du G7. Si les choses vont tellement bien, pourquoi le premier ministre ne prend-il pas la parole pour défendre son bilan? Le secrétaire d'État pour les institutions financières. Monsieur le Président, j'ai des nouvelles de dernière heure. Le directeur parlementaire du budget a dit que les Canadiens à faible revenu recevront 2 200 $ grâce aux déclarations de revenus automatisées. Ça touchera 5,5 millions de Canadiens. Et donc, c'est un gros montant consacré aux Canadiens vulnérables. J'espère que le député va appuyer notre programme et les familles du Nouveau-Brunswick. Le député de Tobique-Mactaquac. Monsieur le Président, selon ce député de l'autre côté, tout le monde devrait être content. Vous avez une annonce, vous recevez une commission, mais il n'y a toujours pas de résultats. Les Canadiens veulent des résultats. Montrez-nous les résultats. L'honorable leader du gouvernement à la Chambre. Je pense que le député pourrait faire une audition pour le théâtre au Nouveau-Brunswick. Il devrait... Enfin, on dirait qu'il a raté sa vocation. Des résultats. 21 projets de loi. Tous des projets de loi qui permettront au Canada d'aller de l'avant et nous permettront d'être le pays avec la croissance la plus rapide du G7 et qui nous aidera à maintenir nos rues en sécurité. Il a voté contre tous ces projets de loi. On a des résultats de notre côté, de leur côté, rien du tout. L'honorable député de Haldimand, Norfolk. Monsieur le Président, nous posons encore une fois la question. Où sont les résultats? Davantage de familles sont confrontées à des difficultés financières, les investissements d'entreprises diminuent et il y a de moins en moins de possibilités d'emploi ici au pays. Avec ce premier ministre, le Canada est le seul pays du G20 à être en récession. Et maintenant, le Canada a le deuxième taux de chômage le plus élevé du G7. Le premier ministre va-t-il cesser de se cacher et va-t-il admettre que la récession libérale a laissé des millions de Canadiens l'honorable ministre de la Condition féminine? Notre gouvernement veille à s'assurer que les produits de première nécessité sont abordables pour les Canadiens. C'est pourquoi le gouvernement a présenté la prestation, ou plutôt la stratégie nationale alimentaire. C'est notre plan pour améliorer la concurrence et pour cultiver davantage d'aliments ici, chez nous. Et on aura de meilleurs résultats pour les agriculteurs et nous allons nous concentrer à aider les Canadiens tout en créant des emplois et une économie forte. L'honorable député d'Haldimand, Norfolk. Monsieur le Président, ce sont des belles paroles, mais il n'y a pas de résultats. Le premier ministre libéral a doublé le déficit de Justin Trudeau. Le premier ministre a dépensé davantage que tous les gouvernements
qui l'ont précédé mis ensemble. Alors qu'ils fracassent des records de dépenses, les Canadiens, eux, doivent piger dans leurs économies pour survivre. Le recours aux banques alimentaires a augmenté de 99 % depuis 2019 et nous entendons que des gens sont désespérés à cause du coût de la vie. Le premier ministre va-t-il défendre ces mauvaises politiques? L'honorable secrétaire parlementaire. Monsieur le Président, vous savez ce sur quoi 13 premiers ministres de provinces et territoires ont convenu. Ils ont convenu du programme alimentaire scolaire pour des milliers d'écoles au pays. L'opposition ne peut pas se rallier pour alimenter, pour nourrir les jeunes dans les écoles. Alors, ils devraient agir et se rallier à nous parce qu'on a besoin de ce programme pour nos enfants. L'honorable député de Langley Township, Fraser Heights. Dans la cause Cowichan contre le Canada, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a déclaré que les titres autochtones ont préséance sur les titres privés et 150 propriétaires sont préoccupés. Bon, c'est bien documenté. Le procureur général a donné des instructions à ses avocats pour éviter de défendre les droits des propriétaires. Mais où sont les résultats pour les propriétaires privés? L'honorable ministre des Relations couronnes autochtones. C'est une question importante et qui est devant les tribunaux. Dans la dernière décision, la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick la Cour suprême du Canada a refusé la demande d'appel. Dans la cause Cowichan, le juge de la Colombie-Britannique a déterminé que les deux droits pouvaient coexister. Nous sommes en désaccord avec la décision de la Colombie-Britannique et nous faisons appel pour maintenir la clarté en matière de propriété privée. Et les opinions sont divergentes dans les tribunaux. Nous continuons de travailler pour obtenir certitude. L'honorable député. Monsieur le Président, la réalité, c'est que ce processus d'appel pourrait durer des années. Et entre-temps, les propriétaires en Colombie-Britannique ressentent de l'insécurité. Les agents immobiliers n'acceptent pas d'inscription, les évaluateurs déprécient les propriétés et les banques ne veulent pas prêter pour des titres qu'ils voient comme incertains. Quand le gouvernement va-t-il défendre les propriétés privées? L'honorable ministre, c'est malhonnête de la part des députés de l'autre côté de supposer qu'on ne protège pas la propriété privée au Canada. Nous sommes en désaccord avec la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Nous avons interjeté appel. Nous avons appuyé Montrose, un propriétaire privé dans le secteur. Et l'article 92 de la Constitution dit que la propriété privée relève de compétences provinciales et qu'elle est exclue des discussions concernant les territoires autochtones au niveau fédéral. Et la Colombie-Britannique a agi selon ses pouvoirs pour appuyer les propriétaires privés. L'honorable député de Nanaimo, Lady Smith. Mais voici ce qu'il en est, Monsieur le Président. La décision Cowichan a introduit de l'incertitude à propos de l'interaction entre les titres autochtones et la propriété privée en Colombie-Britannique. La Cour suprême a refusé d'entendre l'appel de Wolastoqua, mais un refus n'équivaut pas à une décision et ne crée pas un précédent national contraignant. Donc, les Canadiens se retrouvent avec des démarches qui sont en concurrence, alors que la directive 14 qui décourageait la défense de la propriété privée demeure en vigueur. En Colombie-Britannique, on a besoin de le savoir maintenant. Quand les libéraux vont offrir la certitude nécessaire? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, au Canada, quand le gouvernement est en désaccord avec une décision du tribunal, on a l'occasion d'interjeter appel. C'est ce que nous avons fait parce que nous sommes en désaccord avec l'évaluation de la Cour supérieure. Et là, il y a une cause devant les tribunaux en Colombie-Britannique. Et dans le cadre de ce litige, nous avons demandé au tribunal d'aviser les propriétaires privés pour qu'ils puissent participer à la cause.
La propriété privée est importante, la réconciliation aussi. On peut faire les deux en même temps. Monsieur le Président, cette année, nous avons déjà eu 10 féminicides au Québec. La protection des femmes et des victimes est une priorité absolue pour les Canadiennes et les Canadiens autour du pays. Est-ce que le ministre de la Justice pourrait partager quelles réformes le gouvernement introduit-il pour aider à mettre fin à la violence fondée sur le genre? L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, j'aimerais en premier reconnaître ma collègue, le député de Rivière-des-Mille-Îles, pour tout son travail comme président du Caucus des femmes. Notre gouvernement s'efforce de prévenir la violence fondée sur le sexe avant même qu'elle ne se produise. Le projet de loi C16 introduit des réformes importantes au code criminel, notamment les infractions du féminicide et du comportement contrôlant ou coercitif. Ensemble, ces réformes mettent en place un système judiciaire qui réagit plus rapidement et qui offre une protection renforcée aux victimes de violences fondées sur le sexe. Merci. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Les conservateurs ont proposé une loi qui permettrait de faire en sorte que les non-citoyens qui commettent un crime au Canada n'aient pas une peine légère pour éviter l'expulsion. Mais de leur côté, ils ont voté contre. C'est leur travail de maintenir le contrôle sur le système d'immigration. Est-ce que la ministre peut dire à une victime d'agression pourquoi l'auteur de cette agression a obtenu une peine légère pour éviter d'être expulsé? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous savons tous que tous ceux qui commettent un crime ici au pays, peu importe leur statut d'immigration, qu'ils soient canadiens ou pas, tous sont traités en fonction de la loi. Les juges prennent des décisions. Il n'y a rien dans la loi sur l'immigration qui permet de donner des peines légères. Et j'aimerais souhaiter à tous une belle fête du Canada alors que nous terminons cette session parlementaire. L'honorable député de Calgary-Nose Hill. Après 1 an, comment peut-elle dire ces faussetés en chambre? Des gens reçoivent des peines légères pour éviter l'expulsion. On entend ces histoires chaque jour. L'article 34 d'une loi dont elle est responsable, la loi sur l'immigration, exige qu'ils soient expulsés. Et elle a voté contre une loi qui permettrait de combler un échappatoire, faisant en sorte que ceux qui ont commis un crime grave évitent d'être expulsés. Pourquoi ne pas maintenir un système ordonnée? Elle devrait veiller à combler cet échappatoire maintenant. L'honorable ministre de la Justice. Monsieur le Président, tous les députés en Chambre sont d'accord pour dire que si quelqu'un commet un crime dangereux, il devrait être assujetti à des conséquences graves. Les personnes qui ne sont pas citoyens devraient être confrontées à l'expulsion. Au final, les tribunaux doivent avoir la discrétion de déterminer une peine pour un crime donné. Et donc, avec ce qu'on a proposé cette session-ci, les criminels violents seront confrontés à des peines sévères. J'espère que tout le monde est d'accord pour dire que c'est bien. La députée. Des non-citoyens commettent des crimes graves au Canada, obtiennent des peines légères pour éviter d'être expulsés. Les libéraux laissent faire ce genre de choses et ça mine l'immigration au Canada. Ça rend dysfonctionnel le consensus sur l'immigration au Canada. Je vais donner une autre chance à la ministre de répondre. Est-ce que son legs dans ce rôle sera de combler cet échappatoire pour que ces gens soient confrontés à la justice et expulsés? L'honorable ministre de l'Immigration. Merci, Monsieur le Président. Je souhaite à cette députée un bon mois de juillet, un beau mois d'août, peu importe où elle se rendra. Peut-être qu'en septembre, elle reviendra dans de meilleures dispositions. Nous avons dit que personne ne peut commettre un crime en toute impunité. Les crimes graves méritent des conséquences sévères. Il n'y a rien dans la loi sur l'immigration qui n'agisse pas là-dessus et les forces de l'ordre ont expulsé 22 000 personnes. Nous allons continuer de travailler avec les forces de l'ordre pour protéger les Canadiens.
L'honorable député de University Rosedale. Monsieur le Président, le contrôle coercitif est une tendance de comportement abusif utilisé pour intimider, pour isoler, et c'est souvent un précurseur de violence. Dans nos collectivités, encore aujourd'hui, des femmes sont assujetties à de l'isolement, à de l'abus financier, psychologique qui donne lieu à de la violence physique par la suite. Notre gouvernement agit. Comment le C16 protégera les Canadiens du contrôle coercitif? L'honorable ministre de la Justice. Je félicite pour la première fois ma collègue d'avoir été élue. Grâce à ces efforts, nous avons mis en place des réformes pour décourager la violence entre partenaires intimes qui touche de nombreuses femmes partout au pays. Nous condamnons le contrôle coercitif et nous permettrons au système de justice d'intervenir avant qu'une relation ne devienne violente et avant que la violence ne soit fatale. Maintenant, cette codification dans la loi du contrôle coercitif existe. L'honorable député de Oak Ridges, Richmond Hill. Nous avons perdu plus de 5 000 Canadiens l'année dernière à cause des opioïdes, 15 décès par jour. Un jeune homme de 15 ans était parmi eux. Sa vie a été arrachée à cause des trafiquants de fentanyl. Ces trafiquants devraient être confrontés à des conséquences graves. C'est pourquoi les conservateurs ont présenté le C-289 pour renforcer les peines pour ces criminels. Après 10 ans de gouvernement libéral qui ont permis à la crise des opioïdes de se répandre, est-ce que de leur côté, ils vont appuyer le projet de loi, oui ou non? Le ministre de la Justice. Monsieur le Président, alors que nous allons de l'avant avec notre programme pour la sécurité publique visant à faire en sorte que les criminels dangereux soient derrière les barreaux, nous devons bien sûr faire tout ce qu'on peut pour lutter contre la crise des opioïdes. J'espère travailler avec les collègues dans la Chambre pour obtenir de meilleurs résultats en santé publique. Et j'ai hâte de travailler avec le député, avec tous les députés en Chambre pour maintenir les communautés en sécurité partout au pays. Le député de Winnipeg Centre. Monsieur le Président, cette semaine, les libéraux ont déposé un projet de loi sur l'eau qui ne reconnaît pas l'eau potable comme un droit de la personne. J'étais aux côtés de gens de Grassy Narrows aujourd'hui pour en parler. C'est une honte nationale. Le premier ministre a répondu à une femme qui doit vivre avec de l'eau empoisonnée au mercure. Je vivrai plus longtemps qu'elle. C'est ce qu'il a dit. Le premier ministre va-t-il présenter des excuses et garantir de l'eau potable pour tous? L'honorable ministre. Monsieur le Président, c'est un plaisir et un honneur de présenter le projet de loi sur l'eau parce que nous savons que les ressources financières rattachées à ce projet de loi permettront aux collectivités de faire le travail nécessaire pour avoir de l'eau potable. J'ai travaillé avec le Chief Akabi, le Chief Fisher, et si ce député veut faire du travail et aider les collectivités, elle devrait appuyer la collaboration que nous devons mettre en place pour permettre aux collectivités d'avoir accès à de l'eau potable. L'honorable député d'Edmonton Strathcona. Cette semaine, le premier ministre a dit que la guerre de Trump en Iran en valait la peine. Des milliers ont été tués, y compris des écoliers, des écoles, des hôpitaux ont été détruits, les familles entières des collectivités ont été déplacées, des milliards de dollars ont été gaspillés et maintenant les coûts plus élevés de l'énergie rendent la vie plus dispendieuse pour les Canadiens qui en arrachent déjà. Et le monde n'est pas plus sûr aujourd'hui qu'il l'était avant la guerre. Le premier ministre a appuyé les attaques qui ont débuté la guerre. Combien faudra-t-il de souffrance pour que le premier ministre se rende compte que la guerre n'en valait pas la peine? L'honorable secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères. Je veux bien dire à cette Chambre que la guerre est toujours tragique et bien sûr, nous sommes encouragés par l'entente de paix qui a été négociée dans la région
et nous suivons de près ce processus. Bien sûr, il faudra accomplir davantage de travail. Le Canada jouera un rôle pour l'évolution de la paix dans la région et nous ne prenons pas les choses naïvement. Nous savons que c'est une région du monde qui présente des difficultés. Nous allons continuer d'évaluer le processus de paix pour veiller à ce qu'il y ait paix et sécurité partout au Moyen-Orient. Je voudrais attirer l'attention des députés sur la présence en tribune de l'honorable Rick McIver, président de l'Assemblée de la province de l'Alberta.